Au Café du Commerce, on entend beaucoup de choses. On entend que les extraterrestres sont déjà parmi nous. On entend que, à l'inverse, tous ceux qui disent en avoir vu sont des illuminés. On entend que toutes les observations étranges seront expliquées un jour ou l'autre. On entend aussi que la plupart des observations sont explicables. On entend que les pans sont des aéronefs d'origine inconnue. On entend que la plupart des observations sont provoquées par les extraterrestres. Et on entend aussi que les extraterrestres font en sorte d'être vus par certains, mais restent volontairement discrets. Voilà. Alors, que penser de tout ça? Eh bien, écoutez, je vais vous emmener, on va faire un petit voyage dans les cas d'OVNI et on va essayer de démêler, sinon le vrai du faux, mais enfin au moins d'avoir quelques idées claires sur ce sujet ô combien complexe, puisqu'on a vu avec la première vidéo qu'on mélange de l'étrange et de l'émotion. Et c'est là un peu toute la particularité et tout l'intérêt du sujet OVNI, c'est on mélange de l'étrange et de l'émotion. Alors, on va commencer par quelques rapports d'observation. Je ne vais pas vous dire, en les présentant, s'ils ont été expliqués ou pas. On verra dans la fin de l'exposé des explications qu'on a pu apporter et si on n'a pas pu en trouver non plus, on verra ce qu'on peut en penser. Voilà. Alors, j'avais dit que je parlerais particulièrement d'un cas célèbre là, qui est le 5 novembre 1990. Alors, certains d'entre vous ont peut-être été témoins de ce grand événement. Alors, c'était il y a 30 ans déjà, donc il faut déjà avoir au moins 40 ans pour s'en rappeler. Alors, ce jour-là, il y a eu un phénomène majeur sur la France et d'ailleurs en Allemagne aussi, où il y a eu plus de 1000 témoins, on va dire, dont au moins 500 qui ont fait des rapports écrits, circonstanciés. Et ce qui est très troublant dans ce phénomène-là, c'est que les récits des témoins sont très différents les uns des autres. Certains ont vu juste un nuage de points, d'autres de la fumée, d'autres des vaisseaux à basse altitude, d'autres… enfin, c'est très, très étonnant. À tel point que un ufologue là, nommé Franck Marie là, a fait un bouquin sur le sujet et pour lui, c'est 400 objets différents, 400 ovnis différents qui ont débarqué sur la France ce 5 novembre 1990 sur le coup de 19 heures. On verra un peu plus tard ce qu'on peut en penser. Je développerai largement ce cas-là. Voilà. Alors, un autre cas aéronautique assez intéressant, celui-là, un des premiers cas que j'ai enquêté en 2011. Donc, notre témoin vole sur EasyJet, là, de Londres à Nice. Et il est d'abord un peu surpris par une zone de turbulence. Il est un peu stressé. Et très peu après, il regarde par le hublot et il voit ce qu'il décrit comme étant une boule argentée qui suit l'avion, mais pendant plusieurs minutes. Ça lui donne le temps de se lever, de prendre son appareil photo, prendre toute une série d'images. En voici une, mais enfin les autres sont du même genre. Et cette boule donc suit l'avion. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, excusez-moi. Voilà. Cette boule suit l'avion pendant une dizaine de minutes à peu près, jusqu'à, vous voyez, elle est suivie d'une traînée grise, jusqu'à dépasser l'avion et disparaître d'un coup. Notre témoin regarde ça avec grande attention. Les autres passagers n'ont pas l'air de regarder ça ou de trouver ça étrange, en tout cas. Il est seul à avoir remarqué le phénomène. Et le vol se poursuit tout à fait normalement. Voilà, ça, je ne sais plus ce que c'était, ça. Oh, ça. Alors, un autre genre de phénomène étonnant, donc vous voyez dans le ciel, on voit trois petits points lumineux que j'ai agrandis en haut à droite de l'image. Donc ça, c'est une photo, ce qu'on appelle une photo mystère, c'est-à-dire que le témoin a pris cette photo à Disneyland, donc, mais n'a rien remarqué au moment où il a pris la photo. C'est après, a posteriori, en rentrant chez lui, qu'il a vu donc ces trois points lumineux bizarres dans le ciel.
Et donc, il a fait un rapport au GIP. On verra un peu plus tard l'explication qui a pu être trouvée. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est un cas récent. Il devrait y avoir une vidéo là. Voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être loupé une vidéo. Attendez, hop là. Ici, là, j'avais peut-être une vidéo. Là. Oui. C'est quoi ça? Ah oui, donc c'est vrai. Donc il y a une autre vidéo qu'on a loupée. C'est pas grave. Donc on y va. Regardez, il y a un ovni dans le ciel. Alors ça, c'est un cas très récent, 2022. Des ovnis, ouais. C'est quoi ce truc? Donc vous avez vu, donc une espèce de nuage lumineux suivi d'un point lumineux, et ça dans le ciel pendant quelques minutes. Alors notez aussi la réaction des témoins. Hein. C'est toujours extrêmement intéressant d'avoir en direct la réaction des témoins. D'ailleurs, ça me fait penser que la première vidéo, la vidéo qu'on n'a pas pu voir, que je vous la passe, c'est on voit 7 points lumineux dans le ciel qui avancent, puis on voit 2 points lumineux qui se détachent, et ça c'était vu dans le Vaucluse début juillet. Voilà, alors, on va parler de méthode un peu. Donc, quand le GEPAN reçoit ce type de cas-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait l'enquête? On commence par vérifier des choses assez basiques, vérifier la date, l'heure, le lieu, la direction d'observation. Alors, ça paraît basique, mais déjà, rien qu'en faisant ça, déjà, quelquefois, on découvre des choses, rien qu'avec une date précise. Et c'est très important de commencer par ça, parce que sans date, on ne peut faire aucune corrélation derrière avec quelconque événement. Et ensuite, on regarde les contextes. Alors, météorologique, on regarde s'il y a des phénomènes, quel temps il faisait, est-ce que c'est cohérent avec la date annoncée, est-ce qu'il y a pu avoir des phénomènes météo particuliers, de l'orage, de la foudre, que sais-je. Contexte astronomique, on regarde si dans la direction d'observation, il y avait un astre quelconque. Alors, les candidats, hein, c'est Vénus, Sirius, les planètes, la Lune. Le contexte aéronautique, donc maintenant c'est assez facile avec les sites genre Flight Radar 24 ou des choses comme ça, d'avoir tout le trafic aérien, au moins civil. Éventuellement, on fait appel au radar militaire lorsqu'on suspecte des avions non civils, de façon à avoir d'autres traces. Et le contexte astronautique, c'est-à-dire qu'on regarde aussi tous les satellites qui ont pu passer dans le champ de vue du témoin, ou alors satellites qui peuvent être vus soit de nuit, mais même de jour. De jour, des phénomènes de flares, de reflets. Il y avait ça sur les satellites de la série Iridium, par exemple, qui renvoyaient directement le soleil. Donc, vous voyez, on pouvait voir un flash lumineux dans le ciel en plein jour. Il me semble que j'en ai vu un d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, au matin, par là. On voit un point lumineux très brillant dans le ciel pendant quelques secondes et qui disparaît. Voilà, si besoin, on analyse des photographies ou vidéos. Donc ça c'est aussi, alors en termes d'analyse photo, il y a des outils d'analyse qui permettent de voir si les photos sont authentiques, si elles sont passées par Photoshop ou pas. Ça c'est assez facile à voir. Et puis après on essaye de regarder aussi, déterminer la taille relative, au moins taille angulaire des objets. Et aussi par analyse de contraste local, on arrive à estimer très grossièrement quand même, hein, la distance des objets. Donc, il y a des outils, un outil assez particulier qui s'appelle IPACO, qui permet de faire de nombreuses analyses sur ces photos. Et surtout, on recherche les autres observations simultanées. Ça, c'est la clé des identifications. Savoir qu'un très bon cas, c'est un cas avec plusieurs témoins. Et enfin,
on recherche les hypothèses et on vérifie si ça colle avec tout ce qui a été observé par le témoin, etc. Et sachant que ça ne marche pas toujours. Quelquefois, on trouve des phénomènes qui pourraient bien coller, mais qui collent assez mal au récit du témoin. On verra plus tard pourquoi. Voilà, on ne sait plus ce que c'est. Voilà. Alors, un exemple de cas typique. Alors, attends, il me manque voilà, alors ça. Il me manque une image très importante. Mais elle a zappé. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, voilà un exemple de... merde, il me manque un bout de l'image là. Donc, c'est une observation de quelqu'un qui avait vu un point lumineux qui se déplaçait dans le ciel, mais qui faisait un petit zigzag. Et après vérification, on voit que c'est comme le témoignage était de très bonne qualité, c'est-à-dire que le témoin avait dit précisément entre quelle et quelle étoile il avait vu passer son point lumineux, on avait pu déterminer que à cet instant-là, très précis, puisqu'on avait une précision à la minute près, il y avait bien un satellite qui passait entre deux étoiles, entre les étoiles qui avaient été indiquées par le témoin. Sauf que le témoin, lui, avait décrit une trajectoire non pas rectiligne, mais avec un petit zigzag au milieu, ce qui n'est pas conforme à la réalité, parce que les satellites, ils vont droit. Alors ça, c'est un phénomène qui est connu, qui s'appelle l'illusion autocinétique, que vous pourrez éventuellement constater vous-même. Quand on suit un point lumineux dans le ciel, tout droit, en fait, l'œil avance par saccades. Et s'il n'y a pas trop de repères autour, l'observateur peut avoir sensation que le trajet fait un zigzag, en fait. Alors que le zigzag, en fait, c'est une illusion optique, en fait, de l'œil. Voilà, donc c'est un phénomène qui a été mis en évidence à la fin du 19e siècle par les gens qui sont spécialistes de la vision, et qu'on va retrouver, nous, dans assez nombreux cas d'observation, typiquement la Station spatiale internationale, l'ISS, ou les satellites. Donc souvent, les témoins, pas souvent, il arrive que les témoins décrivent des trajectoires en zigzag pour les satellites. Voilà. Alors, une autre illusion majeure dans la quasi-totalité des observations, c'est la problématique d'estimation de distance. J'ai mis cette photo pour montrer comme quoi qu'on peut se faire illusionner, parce que bon, là, l'image, on sait la lire, on sait qu'une cigogne, c'est plus petit qu'un avion, donc on se doute bien que la cigogne est plus près que la traînée d'avion. Mais, et là, il va me manquer une image formidable. Les belles illustrations n'ont pas passé. Donc, toute la problématique, alors je vais prendre plusieurs exemples. Si on voit passer ce qu'on appelle des lanternes thaïlandaises, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qui sont des petites montgolfières volantes, qui volent à peut-être 100 mètres d'altitude. La lumière émise est une grosse bougie, quelque chose comme ça. Donc, imaginez une grosse bougie à 100 mètres, donc ce n'est pas très, très lumineux. Et les témoins qui voient passer ça n'ont pas objectivement les moyens de savoir à quelle distance c'est, mais comme ce n'est pas très lumineux, ils pensent que c'est très loin. Et comme ça passe relativement bas, s'il y a un peu de vent, ça va relativement vite, en fait. Donc, du coup, ça leur donne une impression de vitesse énorme. Et à l'inverse, à l'international, qui est à 400 km d'altitude,
Si on la compare par rapport à un satellite, si on a l'habitude de regarder passer des satellites ordinaires qui ne sont pas très lumineux, si on voit passer la station spatiale, on va croire qu'elle est plus proche puisqu'elle est plus lumineuse. Donc, on va croire qu'elle est, qu'elle est à l'altitude des avions, mais elle va plus vite que les avions. Donc, on va lui affecter une vitesse qui est totalement fausse. Et ça va du coup devenir étrange. Donc, voilà comme quoi, comment une mauvaise estimation de distance induit de l'étrangeté. Mais en fait, on ne peut pas estimer la distance d'un point lumineux dans le ciel si on ne sait pas ce que c'est. Et on a beau être pilote de chasse ou président de la République ou commissaire de police, n'est pas plus armé pour ça, quoi. Et la quasi-totalité des phénomènes ovni expliqués, en fait, sont expliqués par une mauvaise estimation de distance. Alors, c'est pas une erreur, enfin, c'est pas une erreur. L'être humain, avec ses deux yeux, le fait qu'il ait deux yeux, ça aide à estimer la distance de ce qu'on regarde jusqu'à 10 mètres. Au-delà de 10 mètres, ça ne sert à rien d'avoir deux yeux pour estimer la distance. C'est culturel. C'est-à-dire si, quand nous, on voit, serait-ce quand on conduit, serait-ce qu'on conduit, qu'on voit une voiture à 500 mètres, on sait la taille d'une voiture. Donc, selon la taille angulaire que ça va, notre cerveau calcule sans qu'on s'en rende compte et nous dit, voilà, cette voiture est à 500 mètres. Mais si on mettait dans le paysage une voiture 4 fois plus grosse que les voitures standards à 500 mètres, on penserait qu'elle est à 125 mètres. D'accord ? Donc, en fait, tout notre positionnement dans l'espace, l'estimation de notre environnement, en fait, c'est purement culturel. Alors, je vais vous noter deux petites anecdotes. Vous savez que les progrès de la science médicale sont formidables et on arrive à rendre la vue à des aveugles, donc des gens qui se mettent à voir à 40 ans alors qu'ils n'ont jamais vu. Et bien en fait, ils ne savent pas interpréter les images. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'on voit, pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'image d'une maison dans le paysage, ils ne savent pas décoder. Et donc ça, c'est culturel et ça se fait dès notre plus jeune âge. Et à l'inverse, les cosmonautes, les astronautes, je devrais dire, américains qui étaient sur la Lune, donc il y a un paysage totalement minéral, hein, où il n'y a aucun repère connu, et bien, ils n'étaient pas capables d'estimer la distance des rochers, des objets qui les environnaient. Voilà une des clés des phénomènes ovni. Alors, c'est assez énorme comme affaire, puisque ça veut dire que dans tous les rapports d'observation d'ovni que vous pouvez lire, toutes les estimations de distance sont a priori fausses. Par nature, puisque l'objet est non identifié, par le témoin en tout cas, donc le témoin ne l'a jamais vu, donc il ne peut pas savoir sa taille, donc il ne peut pas en estimer la distance. Et ça, c'est un truc fondamental, mais qui est caché ou ignoré, en tout cas, de la plupart des gens qui s'intéressent au sujet. Encore une vidéo mystère. Alors, un petit exemple aussi pour vous montrer ces histoires d'estimation de distance assez étonnantes, à vous qui êtes passionné d'aéronautique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gros avions ont l'air de voler moins vite que les petits. Alors, pourquoi? J'ai pris ici l'exemple d'un Airbus 320 et 380 qui ont la particularité d'être l'un à peu près 2 fois plus gros que l'autre. Alors, j'ai fait un petit calcul à 240 km/h, qui est la vitesse d'approche de tous les Airbus. C'est-à-dire que tous les Airbus approchent des aéroports à la même vitesse. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est 240 ou 300, mais enfin, les spécialistes, c'est 240, 300. Bon, en tout cas, à 240 km/h, en une seconde, un Airbus 320 fait 37 mètres, le 380 pareil, sauf que pour le 320, ça correspond
à sa longueur, à la moitié de sa longueur, pardon, oui. Alors pour le 3,80, ça correspond à sa longueur. C'est-à-dire qu'à vitesse constante, le 3,80 avance de sa longueur en 1 seconde et le 3,20 avance de la moitié de sa longueur en 1 seconde. Mais quand vous voyez dans le ciel un Airbus de loin, vous voyez que les profils sont quand même assez proches, si vous n'avez pas l'œil très très exercé. La forme est la même. Hein. Donc quand vous voyez sur fond de ciel un avion qui avance, vous avez dans votre mémoire le 3,20, parce qu'il y en a beaucoup plus que des 3,80. Voilà. Et donc, quand vous voyez passer un 3,80, vous avez l'impression qu'il avance moins vite, puisque le seul repère que vous avez, c'est l'avion lui-même, en fait. Hein. Donc, votre cerveau, sans que vous vous en occupiez, il se dit, tiens, voilà un avion qui avance de sa longueur en 1 seconde, donc il doit voler qu'à 120 km/h, puisque j'ai l'habitude de voir les 3,20 qui avancent de la moitié de leur longueur en 1 seconde. Voilà, c'est juste pour vous montrer que l'estimation de distance qu'on peut faire n'est pas fiable du tout, même pour des objets qu'on connaît. Alors, a fortiori, pour ceux qu'on connaît. Voilà. Alors, dans le témoignage OVNI, donc on a, parmi tous les biais, je dirais, de perception, on a donc, vous avez vu le premier biais qui est la vision elle-même, donc avec cette illusion autocinétique, on peut avoir des défauts de vision. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un début de cataracte. Quand je vois la Lune, je vois un halo lumineux autour, un halo irisé. Le même qu'on voit quelquefois en vrai lorsqu'il y a des nuages de très haute altitude. Voilà. Mais moi, je vois tout le temps. Bon, c'est mon défaut de vision. Mais si jamais je faisais un rapport au GEPAN, je dirais que j'ai vu autour de la Lune. Alors, ça marche autour de la Lune, mais ça marche aussi autour des lampadaires et de n'importe quelle source lumineuse. Hein. Donc, si je vois un point lumineux dans le ciel, un peu brillant, moi, je vais décrire qu'il y a un halo lumineux autour. Et ce halo lumineux, il n'existe pas, c'est mes yeux. Mais je suis sincère quand je le décris. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est pour dire qu'on a chacun, tous, des biais ou des défauts de vision qui peuvent impacter le témoignage. Estimation de distance, je l'ai vu. Ensuite, on rentre dans l'interprétation, c'est-à-dire quand on voit un objet inconnu, notre cerveau, lui, il déteste l'inconnu, donc il va nous coller, il va chercher dans notre bibliothèque, là, à quoi ça ressemble. Alors, il va dire, c'est un avion? Non, c'est pas un avion. C'est un satellite? Non, c'est pas un satellite. Puis après, quand il a fini sa checklist, il va tomber sur les ovnis à un moment. Et l'ovni, ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche toujours. Ça marche toujours, parce que tout peut être un ovni. Donc, même un objet connu. Voilà. Et enfin, alors dans les biais possibles, on a aussi la problématique de la mémoire. Notre mémoire a une certaine fiabilité, mais pas forcément 100%. Alors typiquement, si on a eu une forte émotion, par exemple, notre mémoire va forcément intervenir. Donc, si on prend les premiers témoignages que j'ai vus là, on peut être sûr que la personne qui va raconter son témoignage, il y aura sûrement une énorme emphase et il est probable que le phénomène va un peu grossir par rapport à ce qu'elle a vu en vrai. Et alors dans les aspects de mémoire aussi, on a des problématiques quelquefois de faux souvenirs, c'est-à-dire de mélange de souvenirs de choses vécues ou de choses lues, ou voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui va voir, par exemple, une chute de météorite, il va avoir une traînée lumineuse, il va peut-être mettre ça en rapport avec des films qu'il a vus, etc. Et son récit, quelques mois après, va peut-être être contaminé, on va dire, par d'autres souvenirs qu'il a vus.
Et enfin, dernière chose, quand le témoin rédige son témoignage, il va utiliser un certain vocabulaire qui ne sera pas forcément le même que l'enquêteur qui va interpréter tout ça. Et alors ça, on a souvent le problème avec des gens de culture, par exemple littéraire, voilà, et puis l'enquêteur il est souvent de culture scientifique, et donc les mots, quelquefois, pas forcément le même sens. C'est un détail, mais quelquefois, ça pèse. Voilà un peu l'histoire. Alors, une fois qu'on a tout ça, au GEPAN, on fait une classification des cas entre diverses catégories. Donc, on évalue d'une part l'étrangeté du phénomène. Alors, l'étrangeté, vous comprenez intuitivement ce que ça veut dire. Hein. Donc, si vous voyez une soucoupe volante se poser dans le jardin, c'est quand même très étrange. Voilà. Si vous voyez juste un petit flash lumineux dans le ciel, c'est pas très étrange. Bon, il y a toute une échelle là que GEPAN a essayé de classifier. Et donc, il y a une étrangeté de 0 à 1. Donc, en gros, tout ce qui est point lumineux, c'est en dessous de 0,4. Entre 0,4 et 0,8, on est sur des phénomènes qui ont l'air, qui ont un comportement dynamique qui a l'air bizarre. Voilà. Et au-dessus de 0,8, on est dans des choses proches, quoi, des choses, soit des rencontres rapprochées, soit des phénomènes proches, et il y a un comportement un peu bizarre. Voilà. Et sur l'autre axe ordonné, on va évaluer la consistance du témoignage. Alors, la consistance, ça c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Qu'est-ce que c'est que la consistance des témoignages? C'est sa solidité, sa confiance. Voilà. Alors, on n'évalue pas, on ne va pas essayer d'évaluer la sincérité du témoin, ou on considère que le témoin est sincère, jusqu'à preuve du contraire. On considère qu'il a toutes ses capacités. Par contre, si ce témoin est tout seul, la consistance du témoignage ne va jamais dépasser 0,7. Bon, par convention, hein. C'est-à-dire que témoin unique, 0,7. S'il y a une photo avec, on va monter à 0,8. Et s'il y a deux témoins, on va monter à 0,85 ou 0,9 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est la somme d'informations fiables qui sont disponibles. Alors, c'est pareil, si le témoin a fait l'effort, a juste passé un petit coup de fil au GEPAN d'un côté, ou s'il a fait l'effort d'aller en gendarmerie, de raconter son histoire, on va gagner en consistance. On va avoir quelque chose de plus solide. Alors, une fois qu'on a posé l'étrangeté et la consistance, on tombe dans une case qui est soit A, qui va être les cas parfaitement expliqués, c'est-à-dire soit des phénomènes peu étranges a priori et avec un témoignage bien consistant. Les cas B, c'est les cas probablement expliqués. On a un témoignage bien avec une forte probabilité d'explication. Si on a un phénomène plus étrange, mais on va exiger une consistance plus forte pour tomber dans la catégorie D. Alors, vous avez vu qu'on a coupé cette catégorie en D1 et D2. Pour arriver dans la catégorie D2, qui sont des cas inexpliqués, mais avec un bon rapport constant. Pour arriver dans la catégorie T2, il faut avoir au moins 2 témoins et une photo et vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette catégorie D2, il n'y a aucun cas. Voilà, c'est-à-dire que tous les cas inexpliqués aujourd'hui, généralement, c'est témoin unique pour la quasi-totalité. Il y a quelques cas où il y a une photo avec, mais c'est souvent pas très, très étrange. Voilà, donc le D2, là, c'est le Graal des ufologues, hein, c'est ce qu'on cherche. Mais aujourd'hui, voilà. Et même quand je rencontre des gens des médias et qui me demandent, voilà, il faudra que vous nous donniez une photo d'un cas inexpliqué, eh bien, je n'en ai pas. Voilà. Même en photo, même des cas avec témoin unique et photo,
Je n'en avais pas. Alors, je crois que maintenant, il me semble qu'il y en a un qui est arrivé, mais qui ne vous ferait pas rêver non plus, parce que le cas en question, sur la photo, on voit juste un petit cercle noir dans le ciel. Un petit cercle noir. Le témoin dit l'avoir vu, vraiment. Donc, ce n'est pas un artefact de la photo. Hein. Il a vu ce cercle noir pendant quelques minutes. Et par contre, pour faire la une des magazines, c'est pas formidable. Hein. Donc, mais enfin, bon, ça serait un cas. Je sais que ce cas, quand j'ai quitté le GEPAN, il était toujours inexpliqué. Il faudrait que je regarde s'il est toujours dans la catégorie D ou pas. Mais il était D1 quand même, hein, parce que c'était témoin unique. Hein, quand même. Voilà comment on classe les témoignages. Alors maintenant, on va rentrer dans les explications de certains cas parmi les plus connus. Donc là, on va d'abord parler des rentrées atmosphériques. Les rentrées atmosphériques, c'est tous les objets, on va dire, naturels ou artificiels, qui, à un moment donné, rentrent dans l'atmosphère, sachant qu'ils ne sont pas au départ dotés d'une grande vitesse, soit parce que c'est des satellites, soit parce que c'est des astres. Voilà. Alors, dans la première catégorie, on a les météoroïdes, qu'on appelle souvent météorites. Alors, une petite mise au point de terminologie. Un objet, donc un petit bout, un caillou, on va dire, un caillou échappé d'un astéroïde, par exemple, s'appelle météoroïde tant qu'il n'est pas rentré dans l'atmosphère. Quand il rentre dans l'atmosphère, il s'appelle météoroïde. Il devient très lumineux. Le phénomène lumineux s'appelle un bolide. Et s'il en tombe des morceaux au sol, une fois au sol, ça s'appelle météorite. Voilà. Bon, une terminologie un petit peu compliquée. Bon, souvent on emploie le terme général de chute de météorite. Voilà. Mais le phénomène très lumineux donc s'appelle bolide. Hein. Donc vous voyez comme une énorme étoile filante. Alors, vous avez tous vu des étoiles filantes. Vous n'avez peut-être pas forcément tous vu des bolides parce que c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Alors, bon, comme je dis, il y en a un par mois, très visible, un par siècle qui est très spectaculaire. Donc, il y a eu le fameux épisode de la Tunguska en 1909. Puis plus récemment, je ne me rappelle plus le nom, celui qui a été lieu en Russie aussi, qui a été. Hein? Tunguska, la grande météorite qui a tout dévasté. Voilà, mais il y en a eu un plus récent. Il n'y a pas trop eu de dévastation, mais il y a eu, c'est très spectaculaire. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà. Bon, et enfin, il y a les débris spatiaux. Donc, qui, vous voyez, vont quand même bien moins vite, hein, s'ils rentrent à 7 km/s par rapport aux météoroïdes. Donc, ça fait des phénomènes qui sont plus lents, beaucoup plus lents à l'œil nu. C'est-à-dire que ça traverse le ciel en quelques minutes, hein, un débris spatial. C'est un tous les combien? Alors, voilà. Alors, un tous les... voilà, à peu près tous les, on va dire un gros truc tous les ans. Un gros truc tous les ans. Alors, par contre, il ne tombe pas forcément. Ils peuvent tomber de jour, auquel cas personne ne s'en aperçoit, et ils peuvent tomber au milieu de la nuit, il n'y a pas grand monde pour les voir. Donc, ceux qu'on repère bien, c'est ceux qui tombent en soirée. Voilà. Les jours où il fait beau. Voilà. Par exemple. Voilà. Le soir où il fait beau. Voilà. Et ça ressemble un petit peu à ça, donc une rentrée atmosphérique, c'est-à-dire qu'on voit une grappe de points lumineux, une rentrée atmosphérique d'un satellite entier ou un troisième étage de fusée. On voit une grappe de points lumineux qui traverse le ciel avec des traînées qui sont mi-lumineuses, mi-fumées. Enfin, voilà. Ça avance tout droit, par contre. Tout droit, oui. Tout droit à l'illusion autocinétique. Mais il n'y a pas d'illusion autocinétique quand c'est un phénomène. L'illusion autocinétique, on l'a quand c'est un point. Voilà. Et, voilà. Et c'est ce phénomène-là qui est arrivé le 5 novembre 1990, qu'on va détailler un petit peu. Alors, toutes ces rentrées atmosphériques sont toujours mal interprétées en termes d'estimation de distance.
Alors, le vrai phénomène, il se passe entre 60 km et 30 km. C'est-à-dire le vrai phénomène lumineux, hein, qu'on observe. Il se passe très haut, en fait. Mais plus il est lumineux, nous, plus on le perçoit bas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça que, quand il y a une rentrée atmosphérique comme celle qui est à droite, là, tout le monde, tous les témoins, pensent que c'est à entre 300 et 1000 mètres d'altitude. Et du coup, avec une vitesse beaucoup plus lente. Donc, ils pensent que c'est à quelques dizaines ou vingtaines ou cinquantaines de kilomètres heure. Puisque les gens vont traverser ça, puisqu'ils pensent que c'est à 1000 mètres d'altitude et que ça met 1 ou 2 minutes à les survoler. Voilà. Et là, toutes les estimations de distance sont fausses. Même par des gens très éclairés, comme des pilotes de chasse ou des commissaires de police. J'en ai beaucoup contre les pilotes de chasse et les commissaires de police. Alors pourquoi? Pourquoi j'en ai contre les pilotes de chasse et les commissaires de police? Enfin, ou les policiers en général, et les enseignants. En plus, je rajoute. Alors pourquoi? Parce que simplement, c'est des gens qui ont une grande assurance, et il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont été sélectionnés et formés pour ça. Donc c'est normal qu'ils aient une sûreté de jugement, enfin qu'ils estiment avoir une bonne sûreté de jugement. Voilà. Mais ils se trompent comme les autres. Mais ils se trompent avec plus d'assurance. Voilà. Ils changent. Et c'est assez étonnant dans les témoignages de voir la réaction de certaines personnes. Voilà, alors donc, alors pour illustrer mon propos de la diversité des témoignages, voilà plusieurs témoignages du 5 novembre 90. Donc ces gens-là ont a priori vu donc une petite grappe de points lumineux comme j'ai montré sur la photo. Et alors, et voilà, certains vont décrire 3 points lumineux, ils vont voir des poutrelles métalliques entre les points lumineux. D'autres vont imaginer des vaisseaux plus ou moins compliqués. Voilà. Et ça, c'est quand même assez perturbant pour l'enquêteur d'une part et pour le témoin d'autre part. Parce que imaginez la tête d'un témoin qui a vu ces trucs-là, qui dit avoir vu ces trucs-là, et que vous leur dites que ce qu'il a vu, c'est un satellite, un crash de satellite dans l'atmosphère ou un 3e étage de fusée russe. Il vous prend pour, il croit que vous le prenez pour un andouille, et réciproquement. Donc le dialogue est compliqué. Le dialogue est compliqué. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, c'est bien ça. Il n'y a rien à faire. C'est bien ça. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant, ces observations massives, lorsqu'on a des dizaines ou des centaines de témoins, parce que ça permet de voir ça. L'être humain est capable d'interpréter de façon assez étonnante Un vaisseau spatial complet. ouais. Et là, voilà. Alors sur ce cas-là, donc voilà, parce qu'on pourrait quand même, on pourrait imaginer, je reviens sur la précédente, on pourrait imaginer, alors toutes les thèses circulent hein, sur ce cas du 5 novembre 90. Certains pensent que cette histoire de rentrée atmosphérique, c'est bidon, qu'en fait, il y a bien eu 500 ovnis, sauf que c'est 500 ovnis qui n'ont rien fait quand même, parce que le lendemain, il ne s'est rien passé. Donc, on n'a pas trouvé de morceaux, rien du tout. Donc, il serait venu et reparti en bande comme ça pour rien faire. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Après, certains ont dit oui, mais il y a bien eu les ovnis, mais il y avait en plus la rentrée atmosphérique. Voilà. Mais en toute rigueur, les témoins auraient dû voir les deux phénomènes simultanés. Or, ils n'ont pas vu la rentrée atmosphérique. Donc, ils l'ont bien vu. Et alors, pour enfoncer le clou,
le cas vraiment extraordinaire, c'est que dans ce lot de 500 témoins, il y a un groupe de 30 gendarmes qui étaient en formation et en sortant du restaurant, je crois, je sais pas quoi, ils ont tous vu le phénomène. Donc, c'est des gens qui étaient à quelques dizaines ou centaines de mètres les uns des autres. Donc, on est sûr qu'ils ont vu la même chose. On est sûr qu'ils ont vu la même chose. Voilà. Et quand on regarde les 30 témoignages, là, les bras vous tombent, parce que certains décrivent un engin sombre triangulaire, d'autres un nuage de points lumineux et détraînés, certains le voyaient à 100 mètres d'altitude et d'autres à plus de 2 km. En fait, ils se trompaient tous, puisqu'ils étaient à 20 km, hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Alors, certains vont décrire le phénomène de façon très neutre, sans même... Ça, c'est les meilleurs témoins. C'est-à-dire qu'ils vont dire, j'ai vu 3 points lumineux avec une traînée derrière, et ça a mis 3 minutes à traverser le ciel. Ça, c'est du bon témoignage. Ça, c'est du bon témoignage. C'est les seuls bons témoignages. D'autres écriront un engin sombre, noir, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer autour des points lumineux un objet sombre qui n'existe pas, hein, mais c'est un truc qui est très bien connu des spécialistes de la vision. Hein. On appelle ça l'effet Canizza, enfin, bon, c'est un peu connu. Donc les estimations d'altitude, voilà. Et donc, bien sûr, comme ils se trompent sur l'estimation de distance, ils se trompent sur la taille, évidemment, hein, puisqu'il y en a qui l'estiment à 20 mètres, d'autres 200 mètres. Voilà. La réalité est bien plus grande que ça, parce que le phénomène, il est immense, en fait. Hein, parce que la grappe de points, ces points lumineux, ils sont étalés peut-être sur plusieurs kilomètres, hein, puisque ça se passe à 50 kilomètres. Voilà, alors quand on a traité des cas comme ça, on ne voit plus les choses pareilles. On ne voit plus les choses pareilles. Voilà, alors en vrai, donc, on a mis sur une carte la reconstitution de la trajectoire. En bas à droite, c'est une simulation. La boule, ça n'avait pas du tout cette forme-là. Hein. La boule, elle représente le volume global dans lequel était inclus l'ensemble des débris. Hein. Voilà. Donc, c'est pour montrer... Voilà, donc voilà pour ces rentrées atmosphériques et ce cas du 5 novembre 90 qui continue à faire couler de l'encre. Hein. Le GEPAN continue à recevoir des témoignages, alors qui sont pour la plupart, alors, je dirais, les gens qui envoient les témoignages maintenant envoient des témoignages assez exotiques. Hein. Exotiques au sens... à très loin. Donc, c'est du genre de cela, quoi, hein. Voire encore plus spectaculaire, hein, puisque c'est des gens qui ont encore en mémoire ce choc. Voilà. Mais il faut comprendre, c'est ça où il faut revenir à la première vidéo. Rappelez-vous de l'émotion que peut créer un spectacle comme ça. Et c'est normal, cette émotion. C'est normal. Et on n'est pas tous pareils. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir l'autre vidéo. Je peux vous dire ce que c'était. C'était la vidéo que vous avez ratée. C'est la patrouille de France en exercice. La patrouille de France, ils font tous les ans, début juillet, une sortie de nuit, phare allumé. Et donc, dans toute la région, tous les gens les voient. Et ils font des ballets, etc. Et ça fait des vidéos extraordinaires, hein, des vidéos d'OVNI à tuer, quoi. Voilà. Alors, bon, les gens du pays sont au courant, mais les touristes qui sont là, voilà. Et alors, c'est très bluffant parce que beaucoup de témoins n'entendent rien. Alors, pourquoi ils n'entendent rien? Parce qu'en fait, quand ils voient ça, c'est qu'ils sont face aux avions. Donc déjà, le bruit est à l'opposé. Et d'autre part, ils sont à 10 ou 20 bornes, enfin, largement. Et quelquefois dans un environnement pas forcément très calme, hein, peut-être la télé allumée, je sais pas quoi, enfin bon. Et du coup, la vidéo qu'on a, on n'entend absolument rien, hein, absolument rien. Alors quand on dit aux gens, c'est des avions, ils ne croient pas, ça fait du bruit, les avions. Mais en fait, non, ça fait du bruit, les avions, quand on est dessous, quand on est près, quand on est dans l'axe des réacteurs, etc. Hein.
moi, je fais l'expérience régulièrement d'aller à Pêche-David, là, dans l'axe de piste de Blagnac, là, où tu vois, tu as tous les soirs un défilé d'ovnis, là, puisque par vent d'autant, par exemple, il se pose et tu vois en dessus des pistes des points lumineux alignés, là, à quelques degrés les uns des autres, qui descendent tout doucement. Voilà. Bien sûr, on n'entend rien, ils sont à 20 bornes, 20 ou 30 bornes, mais on les voit parfaitement bien, puisque les phares, le piste, je ne l'apprendrai pas, sont quand même très, très puissants, et on les voit très, très loin, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour dire on peut voir des vidéos très, très spectaculaires. Alors maintenant, quelques exemples de photomystères. Photomystères. Donc là, on peut jouer aux devinettes. Voilà, ça c'est une photo étonnante parce que c'est une photo qui est prise à Marseille sous la neige. Déjà à Marseille. Donc déjà à Marseille sous la neige, c'est déjà étrange. Bon, voilà. Ça parce que je vous dis que c'est Marseille. Puis en plus, vous voyez donc dans le ciel cette espèce d'objet lumineux circulaire, assez étonnant. Donc c'est une photo mystère, c'est que le témoin, lui, a vu ça sur l'ordinateur, mais en vrai, il n'a rien vu. En vrai, il n'a rien vu. Voilà. Voilà. Alors ça, ce n'est qu'un reflet de lampadaire à la cuisine. La neige est importante parce que la fenêtre était fermée. Il faisait froid. Voilà. Alors, avouez que l'effet, quand même, est assez extraordinaire. Et c'est un des cas les plus faciles à diagnostiquer, mais quand on présente ça, c'est étonnant. Alors, au début des appareils photonumériques, les compacts, puis les machins, le GEPAN a été submergé de ce genre de photos. Tu as des photos de reflets dans les vitres, moi j'en ai des centaines. Hein. Donc le GEPAN a été submergé, et à tel point que maintenant, le GEPAN ne prend plus en compte toutes les photos bizarres sans témoignage direct. Tous les gens qui voient des trucs bizarres sur les photos, si les témoins ne l'ont pas vu de leurs propres yeux, le GEPAN ne traite plus ces cas-là. Et c'est vrai que moi, quand j'y étais, j'ai vu beaucoup de choses, parce que souvent, les témoins vont quelquefois chercher des trucs minuscules, c'est-à-dire juste un petit point brillant dans le ciel, tu vois, voilà, des trucs comme ça, qui peut être n'importe quoi. Donc après, il y a ce qu'on appelle les blurs faux. Enfin, je ne sais pas si j'en ai montré. Oui, voilà ce qu'on appelle un blur faux. Blur faux, c'est UFO, blur au sens flou, quoi. Alors ça, c'est extrait d'une vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est prise au sommet de la Rune. Vous connaissez la Rune, en Pays Basque. Donc, le témoin a fait un panoramique, comme ça, font tous les touristes. Et au début du panoramique, on voit ce disque doré qui traverse le champ de la caméra en fraction de seconde. Ça prend peut-être 4 images de la vidéo. J'ai fait une capture. Et on voit ce disque. Et on a la solution, en fait, à la fin du panoramique, où on voit ça, et on voit nettement que ce sont des frelons. Donc, des frelons dans le soleil. Voilà. Donc là, la vidéo elle-même donne la solution du problème à la fin du truc. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette photo à Disneyland, là. Voilà. Alors, les 3 petits points lumineux, ça c'est un effet ce qu'on appelle de flare. En fait, les 3 points lumineux sont une image fantôme des lampadaires qui sont en bas à gauche. Voilà. Et ça se situe de façon géométrique à l'opposé, enfin au symétrique par rapport au centre de l'image. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment avec tous les appareils de photo, hein, c'est ça. Donc quand vous faites des photos, alors ça se voit plutôt dans les photos de nuit, bien sûr. Si vous avez une source lumineuse importante dans un coin de l'image, souvent vous avez une image fantôme
à l'opposé de l'image. Alors, ça dépend des optiques, ça dépend de machin. Alors, moi, par exemple, j'ai repéré avec mon appareil photo, qui est un réflexe, hein, pourtant, enfin, un des appareils, si je mets un filtre devant, un filtre UV, hein, là, le phénomène est décuplé. Décuplé. Parce que je rajoute une surface optique et le phénomène est encore... Alors, quelquefois, ça fait des effets très, très spectaculaires. On en a enfin, le GEPA, on a toute une collection de photos comme ça. Alors ça, c'est une vraie photo d'un vrai objet volant. Alors là, je vous laisse deviner ce que c'est. Un type qui a jeté son Une alliance, oui, ce que je disais. Un type qui a jeté son alliance. Alors, je vois que vous avez commencé à apprendre la leçon qu'il faut toujours se méfier de la distance. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est un objet beaucoup plus grand et beaucoup plus loin. Donc, le phénomène a duré plusieurs minutes. Voilà. Le phénomène a duré plusieurs minutes. C'est pas truqué. C'est pas un trucage. C'est pas un trucage. C'est une vraie photo. C'est pas un trucage. Et ça a duré. Étonnant, hein, quand même. Hein. Et là, c'est là, au GEPAN, il faut être vachement fort pour trouver ça. La grue a une importance ou pas? Non, la grue n'a rien à voir dans l'affaire. C'est un cerf-volant. Ah oui. C'est un cerf-volant d'un modèle qui s'appelle Circoflex. Et voilà, bon. Donc, comme quoi, quand on est au GEPAN, il faut être spécialiste en cerf-volant. Mais ce n'est pas le seul cas de cerf-volant qu'on a eu. Mais celui-là, il est quand même assez plaisant. Il faut avoir le cerveau rapide. Voilà. Bon, là, ça, je ne sais plus ce qu'il y avait sur cette diapo, tant pis, surprise. Voilà. Ah merde, là, on n'a pas le... Ah, ça, c'est vraiment dommage. Bon. Donc, ça, c'est un extrait de vidéo qui ressemble beaucoup à la première qu'on a vue. Hein. Effectivement, c'est le même objet. C'est des lanternes thaïlandaises, en fait. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai ce que c'est, là. Non, on n'a pas de lanterne thaïlandaise. Donc, des lanternes thaïlandaises, c'est des petites montgolfières qu'on lance après les fêtes. Enfin, maintenant, c'est un usage thaï, comme on peut l'imaginer. Et c'est souvent lancé par grappe importante, autant pour les mariages. Donc ça, c'était un cas de mariage, par exemple. Et le témoin qui a vu ça nous fait une interprétation étonnante, c'est-à-dire qu'il va nous dessiner carrément le vaisseau de Star Trek, quoi. Comme, voilà. Alors là, malheureusement, voilà, ça devrait être là, voilà. Mais bon, interprétation par le témoin. Et là aussi, c'est un des premiers cas que j'ai traité. Et que j'ai traité très rapidement parce que la vidéo était de relativement bonne qualité. Et bon, je commençais à bien savoir ce que c'était que les lanternes taille, etc. Et j'ai fait la bêtise de répondre très vite au témoin en lui disant ben, vous avez vu des lanternes thaïlandaises, c'était un samedi soir et tout. Voilà. Et le témoin était très fâché que je lui... Star Trek. Et à l'époque, il ne m'avait pas encore envoyé d'ailleurs l'image de Star Trek. Et c'est après qu'il a dit, mais non, moi j'ai vu ça, etc. Et il a demandé à une contre-enquête à un autre inspecteur, enquêteur privé, qui a fait l'enquête beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire qu'il a trouvé qui avait lancé les témoins, qui avait lancé les lanternes. Il y avait un mariage à 300 mètres de là. Et je crois que même qu'il a demandé aux mariés d'aller dire aux témoins que c'était bien eux qui avaient lancé ça. Il n'a pas voulu croire. Et voilà. C'est parti du complot. Voilà. Donc ça, c'est un cas célèbre. Voilà. Alors ça, c'est un phénomène que vous avez sûrement vu, bien entendu. C'est ce à quoi je pensais quand je t'ai répondu hier. Donc ça, c'est des traînées d'avion. Ah non, c'est vrai, ça j'ai vu hier. Donc crépuscule. C'est des traînées d'avion en crépuscule.
Et donc, c'est assez perturbant, alors, surtout quand les avions ont des trajectoires je dirais, zénitales. Et là, on a vraiment une impression de verticalité. On ne peut pas imaginer, quand on voit ça, que la trajectoire est horizontale. On ne peut pas imaginer ça, ce n'est pas possible. Donc, quand vous voyez cette traînée en dessus de l'horizon, on pense à une chute. C'est obligé, quoi. C'est obligé. Alors, surtout quand c'est au coucher du soleil ou c'est en orange fluo comme ça, on est sûr que c'est une chute d'objets en flammes ou un truc comme ça, quoi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Hein. Et alors, c'est d'autant plus étrange que la trajectoire apparaît verticale, c'est-à-dire est zénitale, en fait. Quand c'est un petit peu oblique, on pense plus à un avion. Mais quand c'est comme ça, là, c'est bluffant. C'est drôle de voir comme le cerveau peut interpréter un phénomène qui n'est pas si étrange que ça, quand même, hein, dans l'absolu. On peut en faire une photo. Quand tu m'as appelé hier, je pensais que c'était... Non, mais je reconnais que ce n'était pas ça du tout. Voilà. Et alors, voilà donc le cas de tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des habitués de l'aéronautique qui ont trouvé ce que c'était? Alors, je vais vous aider C'est largement. le reflet du pilote, non? C'est pas ça? Et quoi? Oui, C'est pas le reflet de l'avion dans un nuage? voilà, c'est ça. C'est une projection de l'avion. Alors, j'ai une autre. Voilà. Alors, voilà ce qu'on peut voir, ce que vous avez peut-être vu quelquefois. L'ombre de l'avion projetée sur le nuage avec une irisation autour. Alors, on appelle ça un spectre de Brocken, ou on appelle ça aussi la cocarde du pilote dans le monde aéronautique. Voilà. Et donc, dans le cas précédent, donc le nuage était suffisamment loin pour qu'on ne voit pas l'ombre de l'avion. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est bien dans les conditions qui va bien. En fait, le phénomène lumineux est dans la direction antisolaire, hein, l'opposé au soleil. Et on voit d'ailleurs qu'on a le soleil dans le dos, en fait. Hein. On voit bien sur les raidisseurs là, de l'avion, des ailes, qu'on a le soleil derrière. Et en fait, donc ce qu'on voit sur le nuage, c'est un peu plus que l'ombre de l'avion, parce qu'il y a une espèce de phénomène de diffraction qui fait. Alors, le phénomène est plus visible comme ça. Et alors, c'est aussi un des premiers cas que j'ai traité en arrivant au Japon, et j'avais eu la chance d'observer ce phénomène, moi, en avion, quelques semaines avant. Du coup, voilà. Et le fait que le phénomène ait doublé l'avion, c'est juste que l'avion a un peu changé de direction, donc la géométrie a un petit peu changé, et le témoin a eu l'impression que ça passait devant, mais en fait, c'est l'avion qui a légèrement changé de cap. Et le phénomène a disparu simplement quand le nuage a disparu, quand il n'y avait plus l'écran de projection. Hein. C'est un phénomène qu'on peut voir en montagne. Si on est sur un sommet montagneux avec le soleil dans le dos et une couche nuageuse homogène quelques centaines de mètres en dessous, on peut voir ce genre de truc. Alors on se croit auréolé parce qu'on voit son ombre agrandi sur la montagne, sur les nuages, et avec en plus une auréole. Les Foo Fighters. Voilà. Pensez à ça. Alors, Foo Fighters, ouais, je ne sais pas si ça colle. Il pourrait y en avoir. Mais il y en a peut-être. Une lumière qui suivait l'avion qui disparaissait comme ça. Ça peut, ouais. Alors, il faudrait avoir. Alors, le problème, c'est que tu vois, pour identifier ça, il faut avoir des témoignages très précis qui disent où est le soleil. Et souvent, tu sais pas. C'est pour ça que c'est très important de connaître l'heure qui te permettent de trouver la position du soleil, la direction, le cap, tout ça, et tu arrives à reconstituer assez bien les affaires. Voilà. Alors voilà un autre genre de photo mystère. Ça c'est trouvé sur Géoportail.
donc c'est des photos aériennes, hein, simplement, où on voit des trucs. On voit des trucs au-dessus des champs, là. Ben ça, c'est bizarre. J'ai mis quelques temps à trouver ce que c'était quand même, hein. J'ai mis quelques temps à trouver ce que c'était. C'est pas cerf-volant. C'est des lacs. Non, c'est pas des lacs. Et alors, j'ai trouvé ce que c'était grâce à Géoportail, juste en changeant de plan de carte. Et en fait, il y a un club d'un club de, Sur modélisme. pas de modélisme, de Parapente. 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 Paramoteur. Voilà, parapente, ouais. Et alors, c'est des parapentes avec lancement, avec des voitures tractées, des voitures tracteurs. D'accord. Et alors, c'est drôle parce que typiquement, tu as un parapente vu d'en haut, on n'a pas ce schéma. Nous, les parapentes, on les voit toujours d'en bas et on les voit rarement pile en dessous, hein. Donc, on n'a pas cette image. Donc, j'ai mis un peu longtemps à trouver, jusqu'à ce que j'ai l'idée de regarder ce qu'il y avait dans ce coin-là. Et c'est un coin de la Beauce ou je sais pas quoi, c'est un coin tout plat, donc c'est pas du tout, on ne pense pas du tout à des parapentes pour faire ça, mais en fait, ils tractent avec des voitures, je crois, tout simplement, hein, pour les faire partir. Voilà. Donc, faites vachement, quand on est au GEPAN, il faut vraiment connaître beaucoup de choses. Alors, celui-ci, j'arrive pas à lire le titre ni l'image, donc là, on va passer. Ah oui, c'est un cas, oui, c'est un cas inexpliqué. Alors là, je termine par 2 cas inexpliqués, parce que quand même, il faut toujours terminer les explications par des conférences par des cas quand même vraiment inexpliqués. Donc, sur ce cas, donc vous n'avez pas l'image la prochaine fois. Alors, c'est un dessin qu'a fait le témoin. Donc, le dessin a dessiné un triangle jaune avec des espèces d'ailettes sur les côtés. Assez original comme ovni. Et le témoin a vu ça à 3 heures du matin, avant de s'endormir. Il avait passé la soirée avec des amis à regarder les vidéos. Et puis, comme il fait souvent, il a regardé le ciel, il s'est couché par terre chez lui, sur un bord de terrasse, là. Et il a regardé le ciel, c'était le mois d'août, il faisait chaud, bon, il a regardé, et il a vu passer ce triangle jaune qui a traversé son petit bout de ciel, là, en quelques secondes. C'est un étudiant en aéronautique, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il était à l'ENAC ou ailleurs. Et il a fait la réflexion suivante en disant qu'il aurait bien aimé concevoir cet objet parce qu'il l'a trouvé très beau. Un petit détail du témoignage qui est à noter. Bon, on a fait quelques recherches. Donc on est venu interroger le témoin qui nous paraissait tout à fait digne de confiance et ayant tous les moyens qui nécessaires. On a fait des recherches, pas de trafic aérien, pas d'autres témoins. Donc c'est un cas qui est resté inexpliqué longtemps. Mes successeurs ont essayé de refaire l'enquête, de relancer l'enquête, mais le témoin n'a pas voulu répondre à la nouvelle. Alors, est-ce qu'il s'est aperçu que c'était peut-être pas si réel que ça? Je ne sais pas. Bon, ça reste. Aujourd'hui, il est passé quand même de inexpliqué à insuffisamment consistant, du fait qu'il n'avait pas réussi à même à avoir une nouvelle version du témoignage, enfin une nouvelle version, un nouvel entretien avec ce témoin. Moi, personnellement, je pense que ça fait partie des cas qui sont proches des états de sommeil. C'est-à-dire que le témoin était peut-être à moitié endormi, peut-être commençait à rêver, je ne sais pas. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a pris pour réalité quelque chose qu'il avait rêvé. C'est une hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est ça. Mais voilà, tout ça, c'est pour poser la question de ce genre de témoignage.
des gens tout à fait, on ne peut pas trop douter de la sincérité, mais quand même en termes de consistance, justement, c'est un peu léger. Et dans la bibliothèque du GEPAN, on a pas mal de cas comme ça, de gens qui sont levés dans la nuit, soit pour satisfaire un besoin pressant, comme on dit, soit suite d'insomnie ou que sais-je, et qui racontent des trucs vraiment bizarres, mais voilà, il n'y a rien d'autre. Et alors, quand on en parle avec des des spécialistes, des neurologues ou des gens des neurosciences, comme on dit, bon, ils nous font quand même penser à des états, soit des états de sommeil un peu mélangés, soit des réveils où on confond finalement quelque chose qu'on a rêvé avec une réalité, quoi. Alors, ça a des termes, ça s'appelle des rêves hypnopompiques ou hypnagogiques, enfin, bon, des termes savants pour dire ça. Voilà. Alors, en termes de méthode, ça veut dire qu'un témoignage unique tout seul, c'est quand même embêtant, parce qu'on ne peut pas exclure ce genre de choses. Et on ne peut pas le prouver non plus. On ne peut pas prouver que c'est ça non plus. Donc, on va rester dans l'incertitude. Voilà. Sans mettre en cause la sincérité du témoin. Donc. Alors, un autre cas un petit peu du même genre aussi, sauf que là, peut-être il y a un autre témoin. Donc, ce cas-là reste inexpliqué. Hein. Donc, on le trouve dans la base de données du GEPAN, hein, ce cas de Zonza. Ça se passe en Corse. C'est pas souvent qu'il y a des cas en Corse. Donc, ce brave homme, je crois qu'il était gardien d'un camping, je crois, et il s'est réveillé à 5 heures du matin, ce qui lui arrive tout régulièrement. Et il est d'abord allé faire un peu d'Internet, je crois, à 5 heures du matin. Et après, il a regardé le ciel et il a vu passer donc un très grand phénomène, très grand, qui occupait le quart du ciel, je crois. Et il décrit donc ces petits points lumineux qui allaient derrière, etc. Voilà. Et, dit-il, avant de retourner se coucher, il a croisé quelqu'un d'autre dans le camping et il lui a dit « Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que j'hallucine ?» Et l'autre lui a dit « Non, tu n'hallucines pas. » Mais ils ne se sont pas dit respectivement ce qu'ils avaient vu quand même. Donc, il y avait peut-être quelque chose, mais bon. Parce que, vous voyez, si vous voyez un truc bizarre, vous dites à quelqu'un « Tu vois ce que je vois ?» C'est pas dit qu'ils voient la même chose que vous. Et puis, ils ne sont pas décrits, l'autre n'a pas fait le même récit. Et on n'a pas retrouvé d'ailleurs l'autre témoin. Voilà, bon, donc c'est un cas inexpliqué. Alors, il est assez intéressant parce qu'il est atypique, il est complètement atypique. Donc, il ne ressemble à rien de connu, comme il ne ressemble pas au schéma classique d'OVNI. Donc, je n'ai aucun doute sur la sincérité du témoin. Voilà, bon, moi, en mon fort intérieur, quand je vois un cas comme ça, je pense à des problèmes visuels. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, il sortait d'aller faire, il avait passé peut-être un quart d'heure ou une demi-heure sur un écran. On sort, en plus, quand on lève la tête, il peut se passer, sur certaines personnes, il se passe des trucs, hein, dans la vision. Hein. On a un cas comme ça, beaucoup moins sérieux que celui-là, mais enfin, je vous en parle parce qu'il est drôle quand même. Donc, c'est une dame qui m'appelle, qui me dit, voilà, je vois des ovnis dans le ciel tout le temps. Ah, je dis, je m'intéressais là, on va vous envoyer un enquêteur tout de suite. Voilà. Et je lui envoie un enquêteur sous quelques heures, hein, j'ai pu lui envoyer un enquêteur. Il me dit, je vais dans le ciel de Perpignan, j'en vois, même avec les nuages, je les vois et tout. Bizarre, bon. Et elle envoyait tellement qu'elle l'envoyait même dans sa salle de séjour. Donc, bon. Et en fait, cette brave dame avait subi une opération des yeux quelques jours ou semaines avant. Et en fait, dès qu'elle levait la tête ou qu'elle levait les yeux, elle avait des petits points lumineux comme ça qui lui faisaient une barole, comme on dit.
dans le champ de vision. Et elle s'était persuadée que c'était des ovnis. Donc, voilà. Alors, ces cas inexpliqués, que faut-il en penser? Alors, il y en a beaucoup. Alors moi, quand je suis arrivé au GEPAN, il y en avait 22%. Et là, on est passé à 3. Bon. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'on a d'abord traité beaucoup de cas depuis que je suis depuis 2010. Donc, le ratio, et on a traité et expliqué beaucoup de cas. On en a reçu beaucoup. Donc là, il y a une espèce d'effet mathématique. D'autre part, on a revisité des cas anciens qui étaient soit mal investigués, soit mis dans une catégorie D plutôt par manque d'enquête que par... Donc, du coup, ce ratio est en baisse. Et on est à 3%. Enfin, peu importe le ratio, c'est pas ça le plus important. La question, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est des canulars, des hallucinations, des récits de mythomanes, des phénomènes naturels inconnus, des vrais vaisseaux spatiaux d'origine inconnue? Pourquoi pas, hein, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors, les canulars, il y en a. Il y en a. Très, très peu. Très, très peu. Ils sont souvent pas très bien faits. Alors, les quelques-uns que le GEPAN a détectés, et les plus, je dirais, les plus durs à détecter, c'est, je dirais, des canulars induits. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui vont raconter un crack à quelqu'un. Alors, voilà. Et le quelqu'un les prend au sérieux et les oblige à aller témoigner en gendarmerie. Voilà. Et là, ils sont un peu piégés. Voilà. Donc, il y a un cas célèbre qui s'appelle Joe le taxi, enfin, bon, qui est dans ce cas-là où c'était un adolescent qui avait raconté un crack pour se rendre intéressant auprès de ses parents parce qu'il était jaloux de sa petite sœur. Enfin, bon. Sa maman l'a pris au sérieux et lui a demandé donc d'aller raconter aux gendarmes son histoire. Et pris au piège, il a continué, quoi. Donc, il y a des cas comme ça. Mais bon, c'est très, très peu. Il faut pas... Des hallucinations, alors on en a parlé un petit peu avec les deux cas précédents, là, qui peuvent être ce genre de hallucination, du moins être comme ça. Ça arrive. Après, il peut y avoir aussi des prises de drogue ou de médicaments aussi. Hein. Moi, j'ai appris comme ça que le Viagra, par exemple, peut faire des hallucinations. Voilà, bon. Vous avez des drogues contre contre la maladie de Parkinson, qui peut faire des hallucinations, perturber la mémoire gravement. Voilà. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir. Et on ne fait pas forcément l'enquête dans cette direction-là, quand on fait l'enquête. Des phénomènes naturels inconnus, alors là aussi, il y a tous les phénomènes type foudre en boule et des trucs comme ça. Sachez que dans les zones sismiques, par exemple, on peut avoir des espèces de boules de plasma qui se baladent comme ça. Ça arrive. En Italie et en Norvège, il y a des trucs comme ça, à Esdalen. Donc il y a des phénomènes naturels un peu bizarres qui se passent hein, chez nous. Et des vrais spatiaux d'origine inconnue. C'est pas interdit non plus, hein, mais il ne faut pas se précipiter quand même sur cette hypothèse d'abord. Voilà. C'est un peu, voilà. Alors après, alors voilà. Alors par contre, surtout, ces KD, hein, essentiellement, la problématique, c'est la faible consistance du témoignage, la problématique du témoin unique. Voilà. Donc là, je dirais, on ne peut pas considérer comme sûr un témoin unique, même si le témoin est de confiance, diplômé, machin, etc., parce qu'il n'est pas à l'abri de défauts de vision, d'interprétation, d'hallucination, de mémoire, etc., voilà, quelles que soient ses qualités. Alors les Romains savaient bien ça, hein, il y avait dans le droit romain, il y avait une grande règle, c'était testis unus, testis nullus, hein, témoin unique, témoin nul. Voilà.
Et concrètement, dans le droit romain, on ne pouvait pas condamner quelqu'un sur la foi d'un seul témoignage. Fût-il sincère et juste. Une grande sagesse. Voilà. Donc, on en est, oui, alors sachez que les enquêtes du GEPAN, on les fait avec les moyens qu'on a, hein, et puis on y passe un certain temps, et puis au bout d'un moment, on s'arrête. Et puis, quelquefois, on ne fait pas d'investigation, on ne fait pas d'expertise psychologique ou médicale de tous les témoins. Voilà. Peut-être un tort, quelquefois, mais bon, il y a le respect de la personne, il y a le temps, il y a le coût, il y a tout ça. Donc, bon. Voilà, il manque de moyens d'investigation, bien sûr. Donc, on ne va pas sortir tout un arsenal d'investigation pour trouver que c'est une lanterne thaïlandaise ou un avion. Alors voilà toute la difficulté résumée ici. Que penser des cas inexpliqués, hein. Voilà. La dernière ligne n'est pas interdite, hein, mais enfin, il faut être bien conscient que avant d'en arriver là, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier avant. Voilà, donc problématique, hein, témoignage humain, sincérité n'est pas exactitude, quand bien même on est pilote de chasse. Voilà. Et la question, c'est que tous autant qu'on est, j'ai mis les témoins, mais l'humain, hein, en fait, la problématique des ovnis, c'est qu'on a un stimulus ambigu qu'on ne connaît pas, donc notre cerveau, il raconte ce qui lui passe par la tête au moment où en fait, il faudrait avoir la sagesse de dire je ne sais pas ce que j'ai vu, mais et arriver à bloquer l'interprétation. Et alors, dans les témoignages, d'ailleurs, c'est souvent les témoins les plus modestes, entre guillemets, qui font les meilleurs témoignages. J'aime bien souvent les témoignages d'agriculteurs qui font souvent, ils ne se mouillent pas et ils disent de façon très objective ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un point lumineux, ils ne se mouillent pas. Voilà. Et après, devant cet inconnu-là, on a un vrai problème philosophique, hein, entre énigme ou mystère. Alors, énigme, c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore la solution, et un mystère, c'est quelque chose qui va rester mystérieux, mais qui est de l'ordre du mythe. Un mystère, il y a un mythe derrière. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, il y a une histoire, il y a une croyance. Donc, c'est une vraie question philosophique. Donc, devant un phénomène inconnu, on a deux postures, soit tenter de résoudre l'énigme, voilà, avec une approche un peu scientifique, hein, donc, soit s'imprégner du mystère et je dirais rentrer dans justement dans cette communauté de croyants, hein, en s'affirmant élu parce qu'on a enfin été témoin du phénomène avec un grand P. Et voilà. Bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Voilà, alors après, on a un petit point sur l'aspect médiatique, hein. Les ovnis ne seraient pas ce qu'ils sont sans les médias. Avec une réaction très différente entre les chaînes nationales qui relayent bien les messages du GEPAN, mais une certaine communauté suspecte les scientifiques et les gens du GEPAN de cacher une supposée vérité dérangeante. Alors, je peux vous dire en toute sincérité que j'ai rien trouvé de dérangeant dans les archives du GEPAN, et même plus je fouinais dans les archives du GEPAN, plus je trouvais des documents, je dirais, décourageants, enfin, peu flatteur sur certains témoins, on va dire. Voilà. Peu flatteur sur certains témoins. Certains rapports de gendarmerie sur certains témoins célèbres, enfin, un peu saignants. Voilà. Des affaires comme l'affaire de Sergi Pontoise, l'enlèvement, il y a un gros canular, un enlèvement, soi-disant un enlèvement par OVNI de Sergi Pontoise, qui n'est aussi pas la gloire de ceux qui ont fait le canular. Voilà.
gros problème avec les chaînes privées quand même. Les chaînes privées, donc ça peut être M6, ça peut être le groupe, même le groupe Canal ou surtout les BFM et tout ça, avec les chaînes 17 ou je sais pas quoi. Qui ne s'intéressent au phénomène ovni que pour vendre de l'étrange, quoi. Et donc, je dirais ce que je raconte là les intéresse absolument pas, quoi. Donc, c'est-à-dire s'ils assistaient à ces conférences-là, ils n'en garderaient rien. Peut-être 3 phrases quand je dis qu'il n'est pas interdit de penser que ça puisse être des vaisseaux d'origine inconnue. Voilà, ils garderaient ça, la conférence, et tout le reste, ils le zapperaient. Alors c'est embêtant parce que tous les gens qui s'intéressent au phénomène OVNI souvent ne regardent que ces émissions-là. Donc, par exemple, ils ne savent pas que dans tous les témoignages d'OVNI, les estimations de distance sont fausses. C'est un message qui est censuré carrément par les producteurs de ces chaînes-là. Donc moi j'ai eu plusieurs expériences de gens qui sont venus m'interroger une journée entière au Japon, où je leur ai raconté la même chose que ça, quoi. Et ils gardaient 10 secondes où je leur disais que bah oui, il y a 3% de cas, on ne sait pas du tout ce que c'est peut-être des vaisseaux d'origine inconnue, c'est pas interdit de le penser. Et puis garder ça, et c'est tout. Et ça, c'est quand même assez pitoyable. Alors, un petit mot aussi, souvent, on me sort les cas états-uniens, cas américains et tout. Bon, tout est pognon aux États-Unis, ça, c'est pas une révélation, mais y compris l'ufologie, quand même. Voilà, donc les associations ufologiques, par exemple, ont des cotisations très chères. Les congrès sont très chers. Voilà. Voilà, donc, et là, récemment, là, il y a eu aux États-Unis, là, il y a un groupe qui a été réussi à créer un groupe officiel, payé par le gouvernement, etc. Bon, derrière, ça cache ni plus ni moins qu'un détournement de pognon pour faire des études bidons, quoi. Voilà. Quand même 20 millions de dollars, quand même. Bon. Voilà. Ce budget. Voilà. Donc, méfiance de ce qui vient des États-Unis, c'est piloté par les dollars. En France, on est quand même, le monde ufologique français n'est pas tout rose, mais quand même pas trop pollué par des questions d'argent, pas trop. Bien que le canular de Sergi Pontoise dont j'ai parlé tout à l'heure, l'objectif c'était de faire du pognon, derrière, de vendre un bouquin et un film. Voilà. Alors, il faut quand même qu'on parle d'extraterrestres un petit peu quand même, pour finir. Voilà. Pour finir, avant que vous me posiez la question, bon, mais finalement, voilà, avec tout ce qu'on sait, il y a plein de planètes autour de chaque étoile, il y a plein de planètes. En plus, il y a même des planètes errantes entre les étoiles. Ça, vous le savez peut-être pas tous, mais en plus d'en avoir autour des étoiles, il y en a même qui se baladent entre les étoiles. 100 milliards d'étoiles par galaxie, des milliards de galaxies, des briques de la vie, donc les petits morceaux d'ADN ou les acides aminés, là, on en trouve dans les comètes, dans les astéroïdes, partout. Alors, tout ça laisse penser qu'il pourrait y avoir de la vie. Alors, on parle beaucoup de ça, on parle un petit peu moins des sujets qui relèvent de l'epsilon, c'est-à-dire qui pondèrent un peu ce nombre astronomique de planètes qui pourraient abriter la vie. Absence de cataclysme planétaire. Vous savez qu'il nous est tombé sur la tête quand même il y a 65 millions d'années un gros astéroïde là qui a mis la fin à la vie des dinosaures. Ce genre de phénomène, ça doit arriver sur toutes les planètes. Il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que la Terre a eu de la chance de ne pas en recevoir plus?
ou est-ce qu'elle n'a pas eu de chance d'en recevoir quelques-uns? Je ne sais pas, mais enfin bon, des cataclysmes. Après, il y a les volcanismes, les trucs comme ça. Enfin, je parle des gros trucs qui sont capables de remettre à zéro toute l'évolution de la vie. De la chimie organique à la vie, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une énigme totale, c'est-à-dire comment on passe de brins d'ADN à la première machine vivante. On ne sait pas du tout comment ça marche et on ne sait pas du tout si c'est un phénomène fréquent ou pas. Donc, on est quand même une grosse truc. Ensuite, si tant est qu'une vie démarre sur une planète, la notion de conscience, de transmission de savoir, etc., est-ce que c'est un phénomène qui est inhérent à la vie aussi? Grande question. On n'a aucune idée de savoir si toute vie mène à l'intelligence quelque part, quoi, ou si c'est vraiment une exception. Est-ce que toute civilisation a envie d'explorer l'univers aussi? Ces questions. Et la technologie des voyages interstellaires, nous, là, on est obsédé, je dirais, par 2 siècles de progrès techniques très rapides. Mais enfin, avant 1800, les progrès techniques, il n'y en a quand même pas eu beaucoup. Hein. Il nous a fallu 1 million d'années pour apprendre le feu, 1 million d'années pour apprendre l'agriculture. Voilà. Donc, on peut se demander si toute civilisation a envie et peut arriver à maîtriser des voyages interstellaires et plus le problème de l'énergie disponible. Jusqu'à il y a 30 ans, on pensait que l'énergie serait de plus en plus accessible et pas chère, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que même accessible et pas cher, de toute façon, ça fait des dégâts écologiques majeurs et que quand bien même on aurait de l'énergie pas chère et non polluante, de toute façon, il ne faudrait pas trop s'en servir parce que ça finirait en chaleur et de toute façon, on n'en a déjà que trop. Voilà, donc ça, voilà, pour dire que là aussi encore, les médias nous parlent beaucoup plus des lignes vertes que des lignes orange ou rouges, mais voilà, alors la réponse au combien y a-t-il de civilisations extraterrestres, vous savez, il y a la formule de Drake, là, vous connaissez peut-être, bon, que je trouve stupide personnellement, puisqu'arriver à mettre des chiffres sur chacun de ces lignes vertes me paraît au moins la conjecture. Moi, je me contente de multiplier l'infini par epsilon, qui, comme chacun sait, fait un résultat indéterminé. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est indéterminé, mais c'est égal ou supérieur à 1, quand même. Voilà. Voilà. Bon, et pour finir, un petit peu de pub pour mon bouquin. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Xavier. Voilà. Bon, il faudra la refaire plus propre avec. Ouais, là, on a eu plein d'outils techniques, donc on la refera plus propre. De toute façon, on la refera avec question de l'ENAC. Hein, avec des bonnes images, voilà, et toutes les vidéos et on tout. fera ça en septembre.